Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence. Merci beaucoup aux organisateurs d'Agile Lyon et au CARA Lyon pour l'organisation de cet événement. Un grand merci également. Tac. Ah, ça c'est fait du direct. Ah, c'est dommage. C'est pas faute de l'avoir testé. Et c'est que ce slide. Bon, bah, merci aux sponsors dont on ne voit pas les logos ici. Tiens, ça me fait penser. Je profite, le support en fin de session sera déposé sur l'espace commun où tous les supports sont mis à dispo. Donc vous aurez le support à disposition, y compris avec les liens qu'il y a dedans. On va vous expliquer tout ça. Heureusement, le reste de la presse fonctionne. Donc, je suis Alfred Almandra, consultant sur les approches agiles. Historiquement issu de l'IT, d'abord en tant que programmeur, puis différents métiers, puis bascule dans les métiers de l'agile, les rôles et métiers de l'agile. D'abord dans l'univers IT, plus largement dans l'univers des services et encore ensuite dans l'industrie ou en tout cas autour des métiers industriels. Et je vous présente Damien Bonhomme, historiquement contrôleur de gestion qui a basculé dans les approches méthodologiques du Lean, qui a été formé Lean Six Sigma, qui est Black Belt depuis très longtemps, un des premiers en France, qui a déployé le Lean Six Sigma dans les services, qui a découvert l'agilité, ça a fait un joli combo, et qui permet d'apporter les apports du Lean et du Six Sigma aussi dans les métiers de service et de conception. Et d'où le fait qu'on collabore tous les deux suite à notre rencontre il y a 10 ans, et d'où le titre de la conf, puisque une des caricatures, c'est le Lean, c'est pas pour les services, et l'Agile, c'est pas pour l'industrie. Et vous l'aurez compris, c'est pas notre parti pris, donc on va regarder ça ensemble. Et ce qu'on aimerait vous partager aujourd'hui, c'est notre retour d'expérience. Donc par rapport au modèle d'affaires, on est dans 2 boîtes différentes, indépendant et entreprise 3 conseils, ce qui ne nous a pas empêché de vendre ensemble et de construire des projets, des produits ensemble. Et donc là, de notre retour d'expérience, on a picoré quelques expérimentations qu'on a faites, celles qui ont marché et qu'on utilise encore, d'autres qui ont moins bien marché, et on va vous expliquer pourquoi, et l'expérimentation qui est actuellement en cours. Depuis 10 ans, exactement. Alors, la première chose qu'on peut vous partager, qu'on a mis en place assez tôt, une fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu une première opportunité auprès d'un premier client, c'est les rendez-vous à 2. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, le fait qu'un client nous fasse intervenir déjà pour le brief, pour formuler sa demande et pour qu'on puisse voir s'il y a une opportunité ou autre, on a expérimenté ça sans trop l'anticiper, juste en se disant bah, tiens, j'ai rendez-vous chez ce client, je crois que c'est toi qui m'a proposé ça. Donc tu avais un rendez-vous chez un client, tu m'as dit tiens, bah, si tu veux, je lui demande si on peut venir à 2 et puis on fait ça ensemble. Et à partir de ce jour-là, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les rendez-vous à 2 donnent énormément de valeur et aux clients et à nous. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que ça permet d'avoir une des 2 personnes qui va tenir le crachoir, qui va faire la discussion, et l'autre personne, donc souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, ça peut être inversé, et l'autre personne qui va avoir une position plus d'écoute, une position méta, et qui va pouvoir capturer à la fois des mots, mais aussi des gestes, des réactions, pour lesquelles l'autre personne est complètement passée à travers et ne l'a absolument pas vu. Et ça a eu énormément de valeur. Dans la foulée, deuxième chose qu'on a utilisée assez tôt aussi, c'est les sketchnoting, ou peu importe comment on les appelle, mais le fait de dessiner, ou en tout cas de visualiser par du dessin, par des ronds, des traits, des patates, des couleurs, etc., des petits icônes, de permettre, et pour nous, et pour notre interlocuteur, de mieux comprendre, d'avoir un effet miroir sur ce qu'on pense avoir compris de la discussion, de l'échange, et parfois même d'avoir des révélations, des meilleures compréhensions, d'avoir un nouveau regard sur la demande, sur la situation. Et ces sketchnoting, on les a utilisés dès le premier rendez-vous, dès la première rencontre, et ça déjà en soi, ça peut avoir un effet bœuf. Et on les a aussi utilisés dans la propale. Et ça crée en soi, rien que sur la forme, des propales différentes, intéressantes. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'était pas encore très répandu. Et ce qui veut dire que, bon là ça passe sous sa casse, hein, c'est arrivé quelquefois que des clients, en tout cas des interlocuteurs, disent bon, ce dessin, ça me va pas, ça ne me suffit pas. Donc
on fait typiquement un ensemble de slides qui décrivent ce qu'on a compris, le contexte, etc. Et tout ça est résumé par un visuel. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a eu des effets intéressants grâce à ça. Alors, une petite anecdote justement sur l'utilisation des sketch notes, c'est qu'une fois on était en rendez-vous et Alfred parlait beaucoup, je prenais beaucoup de notes et à la fin j'ai vu en fait une propale qui s'est dessinée en prenant les notes et j'ai marqué un montant et j'ai tourné la feuille, j'ai dit au client voilà ce qu'on vous propose. On n'a pas gagné l'affaire, mais on l'a tenté. C'est un test. Chose rigolote, c'est que je t'ai fait la remarque, c'est vraiment incroyable que tu aies réussi à proposer ça spontanément, que ça te soit venu directement. Et la première chose que tu m'as dit, c'est tu t'en es pas rendu compte, mais c'est pendant que tu discutais avec lui, tu as cité ces 3 mots-là, ça nous a donné les 3 étapes, les 3 modules, etc. Et en fait, sans me rendre compte, j'avais cité quelque chose qui, visiblement, était pertinent pour eux. Juste pour finir l'anecdote, ce qui était intéressant, c'est que Valeur pour nous, ça nous a permis de dérisquer immédiatement pour voir si le client était, ou plutôt la personne à qui on parlait, était prête à investir ou si c'était simplement un rendez-vous pour faire un rendez-vous parce que j'ai le temps. Et il s'est avéré que finalement, en fait, c'était plus un rendez-vous pour faire le temps. Donc nous, à moindre coût, on a pu dérisquer cet aspect et pas passer trop de temps à faire une énorme offre qui finalement n'aurait jamais abouti dans tous les cas. Alors un autre point qu'on a expérimenté, qui n'a pas été joué énormément de fois, mais on a eu plusieurs expérimentations à succès, c'est d'utiliser ce qu'on appelle communément les types de contrats agiles, et qu'on appelle en fait plus précisément les types de clauses agiles. Alors à ce titre, on vous a remis dans le slide le lien vers une vidéo, vers une conférence que j'avais faite avec un client au BlendWebMix en 2018 sur les types de contrats agiles, puisque justement ce client dans l'IoT a utilisé plusieurs types de contrats agiles. Et vous aurez le lien dans le support. Et donc, un des contrats qu'on a expérimenté, c'est le stop ou encore, qui parmi les 4 types de clauses agiles est peut-être celui, alors effectivement, qui donne le plus d'adaptabilité et permet d'aller au-delà de certains verrous dans les contrats traditionnels. Par contre, c'est aussi celui qui fait le plus peur, c'est le stop ou encore. Et en fait, ça a eu plusieurs vertus. La première, c'est que d'un point de vue proposition, on peut vraiment rentrer dans un mode gagnant-gagnant. C'est-à-dire que comme il y a une part d'inconnu, l'inconnu, on dit souvent à cause de l'agile, on ne voit pas où on va. En fait, c'est une erreur, c'est une inversion. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait appel aux approches agiles ? Parce que le sujet qu'on manipule est exploratoire. Ce n'est pas l'agilité qui est exploratoire, c'est le sujet qui est exploratoire. Et comme le sujet est exploratoire, on va chercher les approches agiles pour essayer d'y répondre. Ça fait sens. Mais du coup, quand il s'agit de contractualiser, c'est quoi le principe d'un contrat ? C'est de se mettre d'accord sur des certitudes, sur ce qu'on aura, sur ce qu'on promet. C'est ce qui va à la fois protéger, mais aussi contraindre chacune des parties, dans un mode qu'on veut le plus gagnant-gagnant. Le problème, c'est que par rapport à des contrats traditionnels, pour faire très simple, engagement de résultat ou engagement de moyens, aux deux extrêmes, le problème, c'est que plus un sujet, un cadre va être exploratoire, et moins ces deux types de contrats vont convenir, parce que soit il y aura trop d'allers-retours, trop d'avenants, trop de changements, et en fait rien que d'un point de vue administratif, ça sera juste ingérable. Ou alors c'est le chèque en blanc, c'est l'assistance technique en régie, c'est le temps passé, et en fait on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. En tout cas, le contrat ne le protège pas. Et ce qui est intéressant avec les types de contrats agiles, c'est que on peut être fort sur le budget, sur le délai, sans se contraindre sur le contenu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des garde-fous. Et par exemple, dans le cas du stop ou encore, à tout moment, sans autre motivation, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, le client, et d'ailleurs le fournisseur aussi, au passage, est en capacité de dire « j'en veux plus » ou pas. C'est-à-dire que je sois déjà ou pas encore assez satisfait, que j'ai encore ou pas les moyens de continuer, que ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant me convienne ou pas, quelles qu'en soient les raisons, et encore une fois de part et d'autre, on est capable de dire tiens, on a fait le premier mois ou la première phase, et peu importe le résultat, avec un petit délai de prévenance, on est capable de dire est-ce qu'on continue ou pas. Et donc, nouvelle anecdote, souvent dans les entretiens, les cadrages, on a en face de nous des personnes qui sont plutôt volontaires de vouloir faire appel à des méthodes lean, agiles, qui se disent je veux le faire, mais ne sont pas décisionnaires.
Et ça arrive à beaucoup de monde. L'avantage du contrat stop ou encore, c'est faites-vous plaisir, imaginez tout ce que vous voulez faire, et nous, on va vous proposer d'intervenir selon ce modèle stop ou encore, et quand vous allez le présenter à la direction, ils auront continuellement des portes, ou les décideurs, ils auront continuellement des portes de sortie pour dire soit on ne peut plus parce qu'on n'a plus d'argent, soit on ne peut plus parce qu'on n'est pas convaincu, soit on ne peut plus parce que j'ai décidé qu'on ne peut plus. Voilà. Et ça a été un très très gros avantage. Ça a permis de donner confiance à notre interlocuteur qui a envie mais n'a pas la légitimité ou n'a pas le pouvoir de décision. Donc ça a donné une certaine flexibilité pour pouvoir mieux vendre la dynamique qu'il voulait mettre en place. Donc là-dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'avoir fait ça, je vous rappelle qu'on a commencé à peu près en 2015-2016 avec Alfred, à un moment donné, on a commencé à se dire « Ah, mais on a pondu un truc qui pourrait être packagé ». Donc qui dit package, on dit « Cool, on va pouvoir le vendre et compagnie ». On a quand même testé, on a créé un diplôme universitaire avec l'ISFA, l'Institut des sciences de finance et d'assurance à Lyon 1. Et on a testé, on a fait 2 promotions. Et ça nous a permis de tester ce package. Et puis après, on s'est dit, chouette, on va le vendre. Et on ne l'a pas vendu. Voilà. Et c'est pas grave, on a proposé ça, on l'a vendu une seule fois en l'état, mais tout le reste, on l'a vendu par morceaux. Ça nous a surpris. On a eu une fois un client qui a dit « Ah, il est bien votre truc là, mais je voudrais juste ça, ça et ça. » On lui a dit « Bah ok, d'accord. » Et ça nous a amené donc tout naturellement de vendre ça plutôt par petits modules. Et effectivement, le package complet en l'état, à part à l'ISFA et dans une autre école où il a été déroulé quasiment en l'état, à part quelques appels d'offres auxquels on a répondu et où on n'a pas été retenu, il y a eu des entreprises qui étaient intéressées mais qui n'ont jamais tout pris en l'état. Par contre, effectivement, de manière égrenée, en petits modules, alors certaines entreprises appellent ça des micro-modules, certaines appellent ça des modules, certaines des capsules, il y a différents noms. Ce qu'on a découvert, à la fois parce qu'on avait packagé et qu'on l'a découpé en petits morceaux, et aussi sur tout un tas d'autres sujets, que ce soit autour de la formation, de l'accompagnement, on a découvert que pour certaines entreprises, pas toutes, mais pour certaines, c'était extrêmement pratique de morceler les interventions, encore une fois que ce soit de la formation ou de l'accompagnement. Je vais donner un exemple typique, formation de 2 jours consécutifs, ça c'était de l'archi traditionnel il y a 10 ans, 15 ans et même encore aujourd'hui. Eh bien, on est passé au micro-module pour certains clients, encore une fois, pas tous. Et là, ça donne plusieurs effets de bord positifs. Le premier, c'est qu'on peut démarrer très vite, parce que trouver une première demi-journée dans les semaines qui viennent, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile que de trouver des jours consécutifs. Ça veut dire aussi que dans les agendas, c'est moins la galère de trouver des créneaux communs pour l'ensemble des personnes concernées. Ça veut dire aussi qu'il va se passer potentiellement un peu de temps entre les interventions. En général, 1, 2, voire 3 semaines entre chaque intervention. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire 2 journées consécutives et de faire plutôt 4 demi-journées, alors je dis 2, 4, mais en fait ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, c'est de se dire, tiens, on va se voir une première fois, il y aura déjà pas mal de choses, puis 2 semaines après, on va se revoir, et entre-temps, les personnes peuvent expérimenter, peuvent aller chercher des informations complémentaires, peuvent aussi onboarder d'autres personnes. Et donc ça a eu des effets de bord intéressants. Encore un autre type d'intervention lié à ce côté égrené, donc là il y a beaucoup moins d'entreprises qui l'ont demandé, mais quand même quelques-unes, c'est des sessions soit en after work ou, c'est arrivé aussi, le samedi matin, dit autrement, en dehors des heures de travail. Alors bien sûr, la première chose qu'on préconise, les 2 premières choses qu'on préconise quand c'est comme ça, c'est que ça se fasse uniquement sur la base de volontariat, que les personnes ne se sentent pas bien sûr prisonnières de devoir venir en dehors des heures de travail, ça c'est la base, j'allais dire, légale. Et 2, que l'entreprise n'hésite pas à l'agrémenter, quels que soient les mots qu'elle met derrière agrémenter. Pour certaines, after work veut dire un petit apéro, un petit moment festif. Pour d'autres, c'est un petit moment ludique. Pour celles qui l'ont fait le samedi matin, c'est petit-déj ou déjeuner à suivre ou activité autre. Bon. Mais en tout cas, de se dire, ce n'est pas que cette intervention-là, ce n'est pas que froid, ce n'est pas que mécanique ou rationnel. Et ça, pour le coup, ça a eu plusieurs effets de bord positifs. La première, c'est que les gens ne sont pas dans le rush, pour peu qu'ils l'aient anticipé en tout cas. L'autre effet de bord, c'est que, par exemple, pour les bureaux d'études, les ESN,
les cabinets de conseil, en gros, toutes les entreprises, les cabinets d'architectes, toutes les entreprises pour lesquelles il y a un lien assez étroit entre le temps de travail et le chiffre d'affaires, pour le dire comme ça. Alors le fait d'un seul coup d'intervenir en dehors des heures de travail, ça évite un manque à gagner colossal. Par contre, effectivement, charge à l'entreprise et aux collaborateurs de s'assurer qu'on le fait quand même à un rythme soutenable et pas de se dire je finis à 22h un after work et puis le lendemain je pars très tôt à 4h du mat pour une intervention. Là c'est pas serein. Et ça, pour le coup, autant le package complet, ça n'a pas eu l'essor qu'on trouve qu'il aurait pu avoir. Par contre, autant en briques morcelées dans lesquelles picorer, alors là, pour le coup, ça marche plutôt bien. Alors tout ça, en fait, ça nous a amené à collecter énormément de retours d'expérience. Et c'était en octobre, Alfred. C'est plutôt moi qui vais chez Alfred prendre des cafés. Et je ne sais pas pourquoi on s'est posé cette question, mais c'est toujours ces questions, ou se lancer ces défis. On s'est dit, tiens, si on écrivait un livre. Et on l'a fait. Et on a fait un livre, non pas pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que l'on pense du lean, de l'agilité, aussi bien dans le monde de l'industrie que des services. C'est plutôt d'écrire un livre sur justement tout ce qu'on a vécu et tous les retours d'expérience sur concrètement comment opérationnellement parlant, on parle plus de middle management, on ne parle pas de stratégie d'entreprise, on parle tous les jours vous levez, vous allez au travail et tous les jours la photocopieuse elle ne fonctionne pas, tous les jours la facture il faut la refaire, tous les jours, tous ces petits cailloux, c'est souvent le terme qui est utilisé dans les entreprises, c'est plutôt à ce niveau et c'était de partager ce qu'on appelle des routines ou plus particulièrement des techniques légères comment tu as fait pour mettre ça en place. Notre parti pris, c'était, on peut dire, nous, ce qu'on en pense et comment il faut faire, mais dans ce cas-là, on serait prescriptif. Donc, on a inversé la chose. On a interviewé des personnes qui l'ont fait dans des vraies entreprises, en étant salariés, qui étaient payés pour ça, et qui étaient tous les jours y aller. Et leur rôle, c'était justement de traiter les petits cailloux et d'implémenter ces dynamiques. On a interviewé à peu près une dizaine de personnes. Il y a 2 entretiens qui ont été fondateurs. Un directeur de la transformation dans un grand groupe industriel, mais sur les fonctions support. Donc très intéressant. Et un directeur de la production en industrie, mais qui a pris l'angle plutôt management. Pas du tout, là il faut faire un 5S, tu nettoies tout est propre et compagnie. Plutôt l'angle management. D'où le lean, c'est pas pour les services, l'agile, c'est pas pour l'industrie. On a trouvé 2 personnes qui ont exactement fait du lean dans les services et de l'agilité dans l'industrie. Et on est parti de là. Et à partir de là, on a retranscrit à peu près tous nos retours d'expérience. Le point essentiel que l'on retient de ça, et je vais laisser Alfred l'introduire. Donc, l'idée, c'est que dans l'industrie, historiquement, on a l'image, et bien sûr elle est fondée, que ce qu'on essaye de faire, c'est de tuer la variabilité. On veut toujours faire la même chose, on veut que ce soit reproductible, et on veut limiter les écarts au maximum, on veut chasser les gaspillages, pour reprendre des termes associés. Et ça, effectivement, quand on construit une usine il y a 50 ans, et qu'on se dit on va exploiter ce modèle économique pendant 10-20 ans, et on va toujours produire la même chose pour les mêmes gens de la même manière, effectivement, on ne veut pas d'écart, on ne veut pas de gaspillage, etc. Ça, c'est clair. La caricature du côté des services, c'est tout le monde est différent, tous les clients veulent du sur-mesure, il n'y a pas un sujet qui se ressemble, et donc ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et nous, ce qu'on a découvert, c'est que du côté de l'industrie, c'est pas parce qu'on veut au départ, et on sait qu'est-ce qui marche, on veut exactement la même chose, et on ne veut pas que ça bouge, c'est pas pour ça que la variabilité n'est pas intéressante. Notamment, les sources d'innovation peuvent venir de la variabilité. C'est-à-dire que des fois, un signal faible, un client qui demande un truc un peu différent, on peut soit dire, non, ça ne rentre pas dans les cases, il va falloir rentrer dans le moule, ou on peut aussi dire, tiens, je vais enquêter, analyser, et puis peut-être que je vais tirer une pelote intéressante, et puis peut-être que je vais expérimenter, prototyper, et puis découvrir que soit ça peut s'intégrer dans une évolution de ce que je fais déjà, ou ça peut carrément donner lieu à carrément une autre chaîne de valeur, voire carrément un autre modèle économique.
il y a aussi autre chose, c'est que même dans le périmètre de ce qui n'est pas censé bouger, eh bien, de toute façon, on subira quoi qu'on veuille, on subira des aléas, des changements. Alors avant 2020, j'aurais dit sûrement voici des exemples et je les aurais étayés. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis pandémie, blocage d'un canal, rupture d'approvisionnement de pièces dans l'automobile ou des choses comme ça, enfin, je veux dire, j'ai plus besoin de l'expliquer et de convaincre. C'est les gens eux-mêmes qui ont une liste longue comme le bras d'exemples pour lesquels ça ne marche pas. Par exemple, on a toujours fait ça, le site il est à Toulouse, on va ouvrir une nouvelle usine à, je sais pas, Bangalore. C'est pas dit que ça va se passer exactement de la même manière en copier-coller dès le mois prochain. Non, va y avoir justement des aléas en termes d'organisation, en termes d'adoption. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça va bouger. Et du côté des services, c'est pas parce que les demandes sont toujours sur mesure, c'est toujours innovant, toujours différent, qu'on doit tout réinventer tout le temps. Et c'est tellement dommage des fois de ne pas capitaliser et de ne pas au moins, sur certains aspects, se dire tiens, il y a des choses qu'on voit se répéter. Alors que ce soit à un niveau très macro, et dans quel cas on répète des modes opératoires, des procédures, des façons de faire, ou à un niveau très micro. Ça peut être juste des petites étapes, des petites activités, des tâches, des templates, des choses comme ça qu'on peut systématiser. Et pour illustrer ça, rien de tel qu'une petite expérimentation. On propose de vous mettre à contribution très simplement, si vous avez du réseau, si vous pouvez flasher ce QR code. Et la question très simple qu'on vous pose, c'est vous accédez à votre boîte mail. Alors idéalement, la boîte mail professionnelle, c'est encore plus drôle. Sinon, la boîte mail personnelle, ça fait très bien l'affaire. Et hormis le dossier spam que vous ne regardez pas habituellement, donc là, ça ne jouerait pas pour l'expérimentation, on vous demande simplement de compter le nombre de mails que vous avez reçus depuis ce matin. Voilà. Ce matin démarrant après l'heure à laquelle vous êtes couché, donc après minuit, ça marche. Tu peux montrer le résultat, Alfred ? Ça va l'avoir en direct. Donc c'est juste une petite expérimentation. Plus on est intervenu dans les entreprises, plus on s'est rendu compte qu'on avait des personnes qui disaient « j'ai pas le temps, je suis surchargé, j'en peux plus, je sais pas ce que j'ai fait de la journée et compagnie ». Et ça nous a beaucoup interpellé sur la notion de charge. Alors, est-ce qu'on a déjà des premiers résultats, Alfred ? Ouais. J'ai cliqué. C'est pas ça. Non, ça c'est ta liste de courses. Très bien. Voilà, donc en gros, on le voit tout de suite, je ne sais pas si c'est un panel représentatif, mais on voit que c'est plutôt proche de la droite que de la gauche, c'est-à-dire beaucoup d'emails. Okay, il est quelle heure là précisément ? Il doit être 15h08. Donc ça veut dire qu'on a des personnes ici, on a à peu près 7 personnes qui ont reçu entre 11 et 20 mails depuis 8h du matin. Quelques-unes qui en ont reçu entre 21 et 50. Vous allez dire, oh, c'est pas beaucoup. Ok, on va vous montrer la slide suivante pour illustrer notre propos. Imaginez que vous avez 20 camions qui sont arrivés dans votre bureau et qui ont déchargé entre 8h et 15h. Et comme ça ne s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on constate que la charge, les demandes sont en continu. Ça s'appelle les emails ou les notifications ou autres. Et c'est ça qu'on a noté, c'est-à-dire que la difficulté n'est pas d'avoir pas assez de temps, pas avoir de ressources. La difficulté, c'est que la charge est infinie. Elle est infinie. Or, en industrie, il n'est pas possible de décharger autant de camions qu'il y a d'emails, parce que ça rentre pas. Ça passe pas. Et puis qu'il faut une trésorerie de dingue pour faire décharger 2500 camions dans la journée. Il faut acheter la marchandise, il faut payer un chauffeur, il faut louer un camion, et ça coûte de l'argent. Et parce que ça coûte de l'argent, on ne le fait pas. Tandis qu'un email, c'est bon, c'est parti. Et ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est-à-dire que la charge est devenue infinie au regard des personnes avec qui on travaille, on intervient. Et c'est ce propos qu'on a traité dans notre livre, de quelle est ma posture, quelle est ma réaction, quelles sont mes techniques légères, quelles sont mes routines qui vont permettre d'amortir cette charge. Et non pas de dire, il me faut plus de temps. Les journées font 24 heures, plus de temps, ça n'existe pas. Donc on va travailler sur la charge.
Un petit exemple pour travailler sur cette charge. Juste avant, s'il y en a qui veulent réagir sur cette notion de charge, on prendra des questions après, mais s'il y a tout de suite une réaction en disant « Ah, si ça coince ». Ok. Un petit exemple sur cette notion de charge. On a beaucoup travaillé avec des chefs de projet, et notamment qui n'arrêtaient pas de nous dire « Tous les jours, j'ai un nouveau projet qui me tombe dessus ». Je pense que là, je vois un peu des sourires. Tous les jours, j'ai un nouveau projet. Tous les jours, il y a un nouveau projet. Tous les jours, je dois faire quelque chose de nouveau. Et je n'y arrive pas. Donc, on avait ce type de phrase. J'ai pas le temps. Je suis pas dispo. On verra plus tard. Ça s'arrête jamais. Ce sentiment d'être complètement dépassé. Avec cette personne, on a fait en distanciel, hein, tout simplement, un nouveau projet qui arrive et complètement en panique, en disant voilà, ça part dans tous les sens et compagnie. On a utilisé un outil qui s'appelle le SIPOC, qui est un des outils dans l'amélioration continue, qui est certainement le moins connu et encore moins dans le monde des agilistes, qui vient plutôt du monde du Lean Six Sigma, qui veut dire, qui est un acronyme anglais, qui veut dire Suppliers, Inputs, Processes, Outputs and Customers. Donc, qui est une technique qui va permettre très rapidement de voir quelles sont les parties prenantes, quels sont les fournisseurs, quels sont les clients, quels sont les entrants, quels sont les sortants et quelles sont les différentes étapes du processus, du projet que je dois traiter. Okay, ça, ce sont des techniques légères, il n'y a pas besoin d'acheter un outil. On va passer les slides d'une manière très rapide. On va commencer par c'est quoi la définition de ton projet, donc pour éviter que tout le monde ait sa propre définition. Donc on passe pas beaucoup de temps, mais on ne passe pas à l'étape suivante tant qu'on n'a pas dit ça veut dire quoi pour toi, par exemple, une facture entrante. Quand est-ce que ça démarre? Quand est-ce que ça se termine? Quelles sont les grandes étapes entre? D'accord? Vas-y, tu peux passer, Alfred. Quelles sont les grandes étapes? Quelles sont les petites spécificités parce que j'ai pas bien compris ce que tu m'as raconté? D'accord? Et à la fin, on arrive à un modèle. Vas-y, encore un petit peu. On arrive à un modèle qui permet de dire voici le cadre du projet. Ça a permis aux chefs de projet avec qui on travaillait, Alfred, tu peux revenir en arrière pour le verbatim de nos chefs de projet, ça leur a permis de gagner énormément confiance en eux pour aller défendre le projet et de résoudre un problème plutôt que d'implémenter une solution. Je cite. Je ne serais même pas rentré dans le bureau de Christopher. Ah, là, je me sentais confiant par rapport aux chiffres et informations que nous annoncions. Grâce à cet outil, la personne a pu commencer à mesurer ce dont on parlait. Elle a dit « Ah ouais, tiens, je vais aller chercher des infos. Ah, je comprends combien de temps ça dure. » Et elle s'est sentie en confiance pour aller voir la direction en disant « Voici le projet, il va marcher, il ne va pas fonctionner, voilà comment je l'aborde. » Deuxième personne, il y avait 2 chefs de projet. J'ai fait l'inverse de ce que j'aurais fait naturellement si je n'avais pas utilisé cet outil. C'est-à-dire qu'il est allé présenter le projet à la direction. Et l'inverse, c'est qu'il a fait « Je suis parti directement d'un chiffre, alors que normalement, j'aurais fait 10 slides pour arriver au chiffre. » C'est-à-dire qu'il a tout de suite compris ce qu'attendait son interlocuteur, la direction. Il a tout de suite présenté l'information que voulait la direction. Et il a attendu d'avoir des questions pour dire « Ah oui, alors voilà comment j'ai eu l'information ou pas. » Voilà. Donc il a gagné un temps énorme dans sa présentation. Il a évité de montrer « Voilà moi ce que je veux vous dire » et ne pas prendre en compte son interlocuteur, et donc ça tue le projet dès le départ, en disant « Qu'est-ce qui me fait peur, ça fait un quart d'heure qu'il parle, et j'ai toujours pas l'info que je veux ». Et ça lui a permis de valider son projet. Et ça, ce sont des petites techniques légères qu'on va dévoiler tout au long de notre livre, de nos expériences, qui nous permet petit à petit de réduire la charge, de ne pas travailler sur des faux problèmes, de comprendre ce que veut mon interlocuteur, d'identifier que c'est notre vrai interlocuteur, c'est-à-dire notre client ou pas, pour le projet, et ainsi de suite. Je vois le temps. On arrive au temps des... Exactement. On est dans le bon timing. On arrive à la section questions-réponses. Alfred, je te redonne le micro. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions? Envie de vomir? Non, c'est pas si le micro marche. Pas de réaction. Ouais. Des réflexions, des idées, des commentaires, des exemples? Ouais, Maxime.
Déjà, merci beaucoup pour cette double approche, parce que c'est vrai que souvent le Lean et le Lean IT sont assez peu compris dans l'agilité ou mis en œuvre, ou enfin, c'est assez décalé. Alfred, on avait travaillé ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, à Transilien, sur les contrats agiles. Là, tu nous montrais le stop ou encore. On avait travaillé aussi sur le contrat de qualité, garantie de qualité, que je trouvais très intéressant, parce que ça reliait aussi le Lean. Le Lean, il y a un aspect qualitatif qui est très important aussi, et j'avais trouvé ça assez intéressant. Je ne sais pas si tu peux nous en parler peut-être un peu plus. Alors, il y a un lien qu'on peut faire, parce qu'effectivement, une des choses qu'on évoque, notamment dans le bouquin, c'est il y a certains mots qui sont ambigus, qu'on a du mal à appréhender. On croit qu'on s'est compris et pas complètement. Le mot qualité en fait partie. En fait, quand on parle de qualité, certaines personnes pensent directement, par exemple, procédure qualité, pensent service qualité, etc. Dans l'univers agile, quand on pense qualité, on pense plutôt bonne pratique de qualité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors l'un peut alimenter l'autre. Je vais le dire autrement. Dans le côté caricatural, qualité égale procédure qualité égale documentation, normes, qui disent qui doit faire quoi, quand, comment, il y a un côté prescriptif. Lorsqu'on parle de bonne pratique qualité, il y a un côté émergent sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va plutôt révéler ce qui réellement fonctionne sur le terrain. Et bien sûr, l'un peut alimenter l'autre. Si je pousse encore à l'extrême, les équipes terrain vont faire émerger les bonnes pratiques, vont les documenter, les normer, et les appliquer elles-mêmes, et être à la main pour faire évoluer les pratiques. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a une chose qui est bonne ou mauvaise, c'est pas le sujet, c'est plutôt de dire que les bonnes pratiques qualité sont identifiés, normés et vont évoluer par ceux qui vont les mettre en œuvre. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même approche que de dire voici comment vous devriez faire. Ah, je peux pas vous montrer, c'est pas mon métier, c'est le vôtre, mais vous devriez faire comme ça. Donc là, c'est une fois que j'ai caricaturé. Maintenant, il faut s'entendre aussi qu'est-ce qu'on entend par qualité, mais concrètement, qu'est-ce qu'on englobe dedans. Alors, je vais vous donner une des définitions qui est peut-être la plus extrême que je connaisse, mais je pense qu'elle résume bien jusqu'où on peut aller en termes de qualité. Parce que des fois, j'entends le terme surqualité qui pour moi, je demande à ce qu'on me le définisse. Imaginez une équipe qui, aujourd'hui, travaille sur de la valeur ajoutée qu'elle va livrer dans le futur. D'accord ? Aujourd'hui, je travaille pour livrer de la valeur à quelqu'un demain. Mais pendant que je faisais ça, je dois me stopper pour revenir en arrière sur de la valeur ajoutée du passé. C'est-à-dire quelque chose que j'avais déjà fait. Et pour moi, c'était terminé. D'accord ? Et donc, quelque part, j'arrête de travailler sur la valeur future pour revenir sur la valeur passée. Je vous propose, et c'est juste une manière de le comprendre, d'imaginer que ce retour arrière, je l'inclus dans ce que j'appelle la non-qualité. Donc, par exemple, un non-dit, une incompréhension, n'importe quelle chose en fait qui oblige à se retourner vers l'arrière, donc qui vient me prendre de la capacité d'aujourd'hui pour travailler sur le passé plutôt que sur le futur, peut déjà être vu en soi comme de la non-qualité. Si on comprend ça, alors on comprend mieux, effectivement, dans le Lean, on appelle ça essayer d'aller vers un système dans lequel on fait juste du premier coup, ce qui n'est pas toujours facile à faire, mais dans la démarche d'aller vers ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut inclure dans non-qualité que juste le fait de dire « Ah ben je t'avais demandé de faire A, tu as fait un truc qui ne fait pas tout à fait A, donc c'est une erreur, un défaut, un bug, etc. » Non-qualité, ça va bien au-delà. D'accord ? Et ça veut dire que quelque part, la quête de la qualité qu'on appelle totale, zéro défaut, c'est une quête infinie, c'est une source d'amélioration infinie. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on arrive à l'identifier ? Est-ce qu'on arrive à mettre en place ce qu'on appellerait d'un côté les contre-mesures, de l'autre côté des axes d'amélioration ? Et surtout, est-ce qu'on peut cranter dessus ? Est-ce qu'on peut capitaliser ? C'est-à-dire, c'est pas juste de le réparer, mais de se dire, et demain, on peut s'appuyer dessus de manière solide parce qu'on sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ce qui veut dire que le leitmotiv utopique idéal, ça serait de dire, grâce à ce qu'on met en œuvre, nos équipes peuvent dorénavant consacrer la grande majeure partie, voire la totalité de leur énergie pour la valeur ajoutée future sans être spammé par la valeur ajoutée passée. Et ça, c'est un point super important. Le point dont vient parler Alfred, c'est quand j'ai rencontré Alfred, c'était en 2015, on peut dire que c'est Alfred qui m'a formé à l'agilité. Je ne connaissais rien, je suis venu au Cara, je ne comprenais rien ce qui était raconté, je ne comprenais pas les acronymes, je ne comprenais pas le vocabulaire. À force de prester et de faire des formations avec Alfred, j'ai appris. Et le point
dont vient parler Alfred, c'est vraiment le point clé qui relie le lean et l'agile, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce coût de la non-qualité. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Alfred, la qualité est souvent associée aux produits ou aux services livrés aux clients. Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que c'est un bon service? De manière très générale, d'accord? C'est est-ce que la personne qui a reçu ce qu'elle a demandé, est-ce qu'elle a reçu quelque chose de qualité? C'est comme ça qu'on va la mesurer. Il est très rare qu'on soit intervenu pour des entreprises qui n'arrivaient pas à livrer ce que le client demandait. Mais à quel prix? Voilà. Et c'est là qu'on rentre dans vraiment le traitement de la qualité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a sécurisé la livraison au client du produit ou du service, et ça, les entreprises, elles n'ont pas besoin de Damien et Alfred pour le faire, elles savent très bien le faire, d'accord? C'est à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que c'est rentable? Et généralement, si c'est une problématique de rentabilité, Damien et Alfred ne peuvent pas amener bien grand-chose, en tout cas pas sur notre modèle. Mais par contre, à quel prix au sens, c'était compliqué, on a fait des heures sup, on a refait 3 fois les choses et compagnie, alors là, oui, c'est ce qu'on appelle travailler à un rythme soutenable à l'infini. Et c'est là où le lean et l'agile se rejoignent, c'est-à-dire arrêter de refaire les choses, ce que tu appelais bon du premier coup. C'est là-dessus qu'effectivement on travaille, et donc on va travailler sur la posture. Un exemple de routine que l'on met en place, c'est systématiquement qui nous évite justement de refaire, c'est que tant qu'on n'a pas réussi à répondre à 3 questions fondamentales qui sont: qui est le client? Que veut-il? Et quel est le problème? Ce n'est pas la peine de démarrer le projet, ce n'est pas la peine de commencer à travailler. C'est une routine qu'on a tellement répétée que dans une entreprise, j'étais appelé « Ah, c'est monsieur qui est le client ». C'est-à-dire que c'était devenu une habitude de tout le temps poser la question de qui est le client. Des personnes l'ont tellement adopté qu'elles le faisaient avec leur manager. Quand leur manager débarquait, on disait « Ah, tu peux me résoudre ce problème rapidement ? Qui est le client ? Que veut-il ? Quel est le problème ?» Ça leur a évité de cramer de la ressource, du temps, des moyens, pour finalement non pas répondre à un problème, mais implémenter une solution qui était exprimée comme un problème, qui est la pire des situations. Voilà. Donc effectivement, cette notion de qualité, elle est fondamentale, mais on va parler plus de la qualité au sein du processus, c'est-à-dire faire bon du premier coup, faire juste du premier coup. On le voit très bien dans l'agilité, on peut très bien travailler à un rythme soutenable, mais le code, il doit être fait proprement, selon les bonnes pratiques, et non pas vas-y comme je te pousse. D'autres réactions, n'hésitez pas. Benjamin. Alors merci. Alors moi je fais partie des privilégiés qui va aussi boire des cafés chez Alfred. J'avais peut-être une question. Est-ce que vous pouvez nous citer un autre exemple de routine dans lequel vous puisez plutôt un outil de l'agilité, parce que le SIPOC c'est plutôt un outil du Lean, nous donner un peu plus à manger sur un autre exemple de routine? Alors avec grand plaisir. Pour y arriver, on va se poser la question suivante, je vous laisse réfléchir à ça. Combien de temps il faut pour émanciper un enfant? C'est intéressant, c'est chaud, non? Et en même temps, l'enfant est peut-être même pas encore né ou il est encore très jeune, et on sait déjà qu'à 6 ans, il rentre à l'école primaire et qu'à 18 ans, il a le droit de passer le code, voire même avant, en conduite accompagnée. Ça veut dire qu'on a fixé un délai alors qu'on ne connaît même pas le contenu. On est d'accord ou pas? Ouais, on est à l'aise? Ok. Le principe, c'est pas que le principe de l'agilité en fait, c'est le principe, plus un sujet est exploratoire, plus le délai c'est la partie facile. Parce qu'en fait, au lieu de gérer un délai, de le piloter, on va le contraindre. Exemple. Noël, c'est quand? 25 décembre. Tout le monde est à l'aise? Vous connaissez la date. Ok. Est-ce que vous savez déjà à qui vous allez faire des cadeaux? Qu'est-ce que vous allez leur offrir? Dans quel magasin faudra aller chercher? Est-ce qu'ils en ont en stock? Est-ce que vous le savez déjà? Non. Et pourtant, depuis le début, me mets pas le stress en juillet. On a perdu Patrick. On n'a pas fait la rentrée. Ah oui, les fournitures scolaires. Il a perdu son quota vacances. Ok. Donc le point, il est là en fait. C'est que, alors qu'on ne connaît pas encore le contenu, on peut déjà contraindre le délai. Le délai, à partir du moment où on le fixe, on n'a plus à devoir le gérer. Alors par contre, ça déporte la difficulté ailleurs, ce qui m'amène à la routine que tu évoques, Benjamin.
C'est qu'en agile, on ne se dit pas combien de temps d'argent il faut pour faire un truc, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans un délai contraint. Et le délai, il est contraint au moins à 2 voire 3 niveaux. Première contrainte, sur le projet. Ouais, il nous a demandé de faire un outil qui fait papa-maman, il faut 10 ans pour faire ça. Il nous a donné 2 ans. Voilà. Donc ça veut dire que la contrainte, elle est déjà forte, 2 ans. Mais plus que ça, l'agilité dit, mais je sais que je risque de ne pas y être, donc je vais saucissonner le délai. C'est-à-dire que déjà, je le fixe, et en plus, je le saucissonne, je m'oblige à tester, à découvrir et à délivrer de la valeur dans un délai très court. Par exemple, 1 semaine, 1 mois. Et encore mieux que ça, même en termes d'équipe qui se dit, tiens, je vais déjà livrer de la valeur tous les mois, eh bien, au sein de l'équipe, voire même individuellement, on va se dire, tiens, je vais travailler sur ce sujet pendant 2 jours. Ben, je ne vais pas travailler 2 jours et ensuite montrer ce que j'ai fait. Dès la première journée, dès la première heure, je vais me poser 2 minutes, je vais regarder le truc, et puis je vais tout de suite en parler avec quelqu'un d'autre, je vais me faire challenger, je vais aller chercher de la donnée, peut-être prototyper quelque chose et avoir un retour. Parce que si je découvre très tôt quelque chose que je ne savais pas, ça peut être une opportunité, parce qu'il me reste beaucoup de temps et d'argent pour m'y adapter. Maintenant que j'ai fait cette longue introduction et que tout le monde se demande mais quelle est cette technique, la routine, c'est celle du carpaccio d'éléphant. C'est-à-dire que, et c'est toute la science, toute la difficulté, c'est comment, à partir d'un truc énorme qu'on me demande de réaliser ou que je souhaite réaliser, comment je peux déjà, dans un délai volontairement trop court, vraiment c'est de l'autodiscipline, je m'oblige à le faire dans un délai très court, comment je peux déjà en apporter quand même de la valeur. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors dans le milieu IT, c'est très connu et c'est très simple, c'est chaque fois qu'il y a plusieurs possibilités, j'en prends qu'une. Par exemple, ce contrat d'assurance peut gérer plein de typologies d'acteurs, des mariés, des célibataires, des avec enfants, des aïeuls, des machins. Ok, j'en prends un. Couple sans enfants, très bien. Ils peuvent être en maison, en appartement, en loft, en colocation, ils peuvent être en milieu rural, en pavillon, en étage. Ok, j'en prends un appartement, 2e étage, milieu urbain, métropole, très bien. Ils peuvent avoir un parking, un emplacement, un box qui ferme, ça peut être dehors, ça peut être dedans ou pas de voiture. Je prends un box en sous-sol. Ok. Une fois que j'ai défini ça, je n'ai qu'un seul cas de figure, je n'ai qu'un seul jeu de données. Cette chose-là, je ne dis pas que c'est la seule manière d'y arriver, mais c'est une bonne approximation de qu'est-ce qu'on appelle en agile un test d'acceptance et qui constitue la tranche la plus fine d'un carpaccio d'éléphant. C'est-à-dire, dans un délai extrêmement court pour lequel je n'ai plus à anticiper plein de paramètres, plein de choses, plein de variables, je peux directement dire, ben voilà, je prends ce premier cas de figure et je l'implémente. Et ça donne un deuxième effet qui se coule, c'est qu'en plus de pouvoir délivrer, tester, découvrir et itérer, aller chercher du feedback et itérer sur cette petite tranche de valeur-là, ça veut dire aussi que de manière très légère, on peut permettre à ceux qui vont discuter de la valeur et essayer d'envisager la suite, on peut leur donner une manière très légère d'exprimer ce potentiel de valeur. Pour faire simple, au lieu de rédiger des longs cahiers des charges, on peut directement dire « j'écris le premier scénario, je souligne tous les mots qui peuvent bouger, je liste en dessous toutes les valeurs possibles, et bien en un slide, en un visuel, j'ai mon tableau de combinatoire. » Ça veut dire qu'en un visuel, que tout le monde comprend puisque le scénario est suffisamment explicite, et que tout le monde envisage en termes de complexité parce qu'on voit toutes les valeurs, eh bien ça y est, on vient de comprendre c'est quoi le potentiel pour les semaines, les mois, les années de travail à venir. Voilà, donc je pense que le carpaccio d'éléphant, c'est malheureusement un des outils je ne vais pas dire les moins parce que quand même pas, faut pas abuser, mais je trouve qu'il n'est pas assez répandu dans le milieu agile, il pourrait être bien plus répandu. Et même au-delà des milieux IT et agile, je pense qu'il peut apporter gros. Et même dans des entreprises dites industrielles qui travaillent sur de l'IoT, de la mécanique, des produits manufacturiers, on peut déjà aller chercher des tranches de carpaccio. Peut-être, petite astuce, quand on fait un carpaccio d'éléphant, j'entends des fois, oui, mais comment tu découpes un pont en tranches d'éléphant? En fait, c'est la mauvaise question. Parce qu'en fait, dès qu'on s'intéresse à découper la valeur, on ne parle plus du comment, on ne parle plus de l'objet, on parle du client et de ses besoins. D'où le mot d'ailleurs user story. C'est un truc que j'ai compris bien plus tard dans mon apprentissage en agile. C'est que le fait de dire qu'on travaille avec des user stories, c'est pas de dire on a mis un nouveau nom sur les specs, c'est de dire qu'on exprime la valeur telle que le raconterait un utilisateur ou quelqu'un qui bénéficie de cette valeur. Et cette personne-là, elle ne le dit pas par le comment, elle le dit par les bénéfices qu'elle en tire. Grâce à ça, je peux maintenant. Et d'où le F1.2 dans les stories, c'est quel bénéfice je vais chercher. Et je pense que plus on se tourne vers ça, plus c'est facile de découper par la valeur en carpaccio. On est où? Merci beaucoup. Alors, on est arrivé au bout de la conférence. Merci pour votre attention. C'est la première fois qu'on la faisait à deux sur la base de ça. Alfred avait déjà fait un premier test au PIAF Agile l'année dernière. Il a fait un premier test tout seul. Donc,
On est ravis qu'elle ait été enregistrée parce qu'on va pouvoir se regarder et se corriger et autres. On attend avec impatience vos rôtis, vos retours. Et puis, bien entendu, de manière informelle, on est là pour continuer à discuter. Merci à tous et à toutes.